Ébauche de 1er mai unitaire sur fond de campagne électorale. Pour Jean-Marie Le Pen, qui a mobilisé ses troupes aujourd'hui à Paris, Jacques Chirac demande aux Français d'être complices d'un suicide national. Dans un mois, jour pour jour, nous connaîtrons les résultats du second tour. Invité ce soir du journal, Dominique Voynet, responsable des Verts, qui ont signé un accord avec le PS et le PC. Élection générale aujourd'hui en Grande-Bretagne, avec la très probable victoire des travaillistes après 18 ans de gouvernement conservateur. Madame, Monsieur, bonsoir. Unité syndicale retrouvée en ce 1er mai à l'occasion de nombreux défilés à Paris mais aussi en province. Dans la capitale, la manifestation intersyndicale a rassemblé 60 000 personnes selon les organisateurs, 23 000 selon la préfecture de police. Mot d'ordre cette année, la lutte contre le chômage et l'exclusion bien sûr, mais aussi contre le racisme et la xénophobie. Reportage Phil Visserias, Franck Brisset. Un air de jazz pour des retrouvailles syndicales sous le soleil parisien. CFDT, Force ouvrière Paris et CGT, ensemble pour la première fois depuis 14 ans pour un 1er mai. Une manifestation unitaire qui a donné lieu à une forte mobilisation. Je suis militant syndical depuis longtemps et je trouve que vraiment il y en a ras-le-bol de tout ce qu'on nous met sur la tête. Ras-le-bol de ces propositions de Juppé qui ne fait qu'enfoncer un peu plus les ouvriers dans la misère. Et aujourd'hui je suis là pour crier une révolte avec des milliers de personnes autour. Les organisateurs avancent le chiffre de 60 000 manifestants. Pour la police, ils sont 23 000. En pleine campagne électorale, ce 1er mai a pris une dimension particulière. Pour une gauche bien à gauche, une bonne gauche à la droite dans quelques jours, votez communiste. Des communistes en pleine campagne. Ça va les jeunes, ouais. Robert Hue ne s'est pas fait prier pour venir, salué par un public tout acquis à sa cause. Plus loin, en tête de cortège, Louis Vianney, seul leader syndical présent à Paris, donne le ton de la mobilisation. 1er mai en période électorale, ça veut dire 1er mai politique? Non, non, ça veut dire un 1er mai avec ses mots d'ordre syndicaux très clairs, très nets. Et les partis politiques les entendent ou les entendent pas, ça c'est leur problème. Personnellement, je leur conseille de bien les entendre. Aux côtés des syndicalistes, beaucoup de manifestants sont venus aujourd'hui pour ne pas laisser le champ libre au Front National en cette journée symbolique du 1er mai. Tout le monde se réveille, il est temps qu'enfin on dise qu'on refuse ces idées racistes, ces idées d'exclusion, on en a assez, on est tous des citoyens, on a pris conscience de ça et il est hors de question de le laisser s'installer. À mi-chemin entre un défilé syndical traditionnel et un rassemblement contre le racisme et l'exclusion, la manifestation d'aujourd'hui était l'expression des diverses préoccupations qui habitent les Français. Nicole Notas s'est félicitée de l'organisation de défilés unitaires à Paris et en province. La secrétaire générale de la CFDT avait choisi de fêter ce 1er mai à Nantes. Plutôt que de défiler avec les autres organisations, Marc Blondel, secrétaire général de Force ouvrière, avait choisi de tenir meeting à Bordeaux, la ville d'Alain Juppé, désavouant ainsi une partie de ses troupes. Pas la fête du travail le 1er mai. La fête du travail, ça, c'est Pétain qui a transformé. Mais initialement, c'était la grève au niveau mondial, partout bien entendu dans les pays industrialisés, en disant ce jour-là on ne travaille pas parce qu'on veut se faire respecter. C'est un peu l'esprit que nous voulons maintenir de manière à éviter la récupération, pour être clair, et répondre à d'autres problèmes le jour du 1er mai. Je ne veux pas aller dans des manifestations, même unitaires, qui risquent d'être récupérées. On a plutôt l'habitude d'aller dans les grandes villes. Venir à Ancenis aujourd'hui, c'est aussi le rural, c'est des conditions différentes. Personnellement, la rencontre, la relation, l'échange avec les gens m'apporte plus qu'un meeting, à moi. Mais je pense que les militants aiment bien aussi le meeting, il faut donc les deux. Les années précédentes, on avait assisté à Paris à des défilés éclatés. Il est donc difficile de faire des comparaisons chiffrées. Une chose est sûre, Françoise Laborde, il y avait aujourd'hui beaucoup de monde sur le pavé parisien. Oui, c'est vrai, beaucoup de monde, peut-être même le double de l'an dernier. Alors vous l'avez dit, plusieurs raisons à cela. D'abord, c'était la première manifestation intersyndicale, quasi unitaire, puisque même des militants de Force ouvrière étaient venus se joindre au cortège, bien que Marc Blondel ne s'associe pas à ce défilé. Deuxième raison, eh bien, le mot d'ordre était élargi aux libertés en général, contre le racisme.
populisme, une façon de ne pas laisser Jean-Marie Le Pen occuper seul la scène du 1er mai. Et puis, troisième raison, rappeler que pour beaucoup de gens, le 1er mai, c'est d'abord et avant tout la fête du travail. Travail qui est une denrée particulièrement rare dans notre pays où le chômage, et notamment le chômage des jeunes, atteint des proportions inquiétantes. Alors, c'était aujourd'hui, un peu pour tout le monde, syndicalistes, manifestants, qu'ils soient syndiqués ou non, une façon de se rappeler aux bons souvenirs des politiques et de leur dire que l'emploi était au cœur des préoccupations des Français. Merci Françoise Laborde. Comme chaque année, au 1er mai, depuis plusieurs années maintenant, le Front National organisait à Paris son traditionnel défilé en l'honneur de Jeanne d'Arc, l'occasion d'une mobilisation des troupes pour les législatives. Pour Jean-Marie Le Pen, Jacques Chirac demande aux Français d'être complices d'un suicide national. Sur place, Michael Darmon, Patrice Desmuy. Candidats sur le trottoir avec leur cocarde, s'il vous plaît. Le Front National aux portes de l'Assemblée pour la photo. Combien parmi ces candidats réussiront à franchir cette grille après l'élection? Ici, les réponses oscillent entre l'enthousiasme et la prudence. 25 députés, sans problème. La majorité, non, enfin, je sais pas. Non, bah ça, c'est l'électorat qui jugera, de toute façon. Ce qui est certain, c'est que le premier d'entre eux ne siégera pas au Palais Bourbon. Jean-Marie Le Pen n'est pas candidat, à la différence de ses proches lieutenants. Officiellement, il attend une autre bataille contre Jacques Chirac. S'il n'obtient pas la majorité des voix émises le 25, eh bien il sera contraint moralement au moins à la démission. Et qu'à partir de là, une campagne électorale présidentielle doit se préparer et que personnellement, je suis en train de me préparer à la mener. Retour sur le début d'une journée continue cette année pour le FN. La France frontiste défile entre Rivoli et l'Opéra. Quelle est la signification particulière de cette manifestation aujourd'hui? On répond pas. Invité surprise de la manifestation, les élections anticipées. Pancarte de circonstances fabriquée à la dernière minute, aux côtés des banderoles sur le programme du parti d'extrême droite, paragraphe immigration. Le Front National défend tous les Français, monsieur. Dites pas français, des nationaux, monsieur. Moi, je suis d'origine portugaise, je suis là. Ils ont foutu dehors de chez eux. Ils ont eu raison qu'on les foute dehors de chez nous. En fin de cortège, les slogans prennent encore moins de gants. Américains, complices, Israël, assassinat. Ces militants révolutionnaires d'extrême droite défilent devant la tribune officielle après les autres délégations. Quelques instants plus tard, place de l'Opéra, c'est au tour de Jean-Marie Le Pen de faire son discours. Seul chef de parti à ne pas être candidat, il profite du 1er mai pour lancer le Front National dans la campagne. Et à quelques pas de là, plusieurs centaines de personnes ont commémoré ce midi à Paris la mort de Brahim Bouharam, ce Marocain de 29 ans jeté dans la Seine il y a 2 ans, le 1er mai 95, par des skinheads en marche du défilé du Front National. Une gerbe de tournesol a été jetée dans la Seine alors que des représentants d'organisations des droits de l'homme prenaient la parole pour saluer la mémoire de toutes les victimes du racisme. Tiens, allez-y. 1, 2 et 3. Bravo. Le 1er mai, c'est bien sûr aussi le jour du muguet, devenu cette année plutôt rare et cher en raison du printemps très précoce. Tradition solidement établie puisque l'an dernier, le chiffre d'affaires des détaillants payant donc patente a été de près de 1 milliard de francs. La vente du muguet qui est également un bon moyen de récolter des fonds, le plus souvent pour une bonne cause. Reportage de Thibaut de Barberac, Jean-Louis Bousser. Après la corvée de bois et la corvée de vaisselle, voici la corvée de muguet. Je sais pas, moi ça m'amuse pas quoi. Enfin, j'ai dû me lever tôt, je suis rentré tard hier chez moi, donc ça m'a fatigué quoi. Les gens n'ont pas l'air très enthousiastes, ils sont pas très aimables, ils partent comme ça sans répondre. Pas facile donc de s'improviser commerçant le temps d'une journée. Les jeunes ont installé leurs étals dans tous les coins de Paris. La plupart vendent du muguet pour financer une association ou un projet qui leur tient à cœur. Mais pour certains, c'est une aubaine pour se faire de l'argent de poche et pour apprendre. C'est intéressant. Si on veut faire des études de commerce, après, c'est à l'approche du client. La concurrence est rude pour attirer les clients, mais ces derniers se tournent en priorité vers les jeunes. Une façon pour eux de faire leur BA de la journée. Les aider pour un camp et puis aussi peut-être une sensation de savoir à qui on achète le muguet en fait aussi. Du côté des fleuristes, en revanche, on n'apprécie pas franchement cette floraison de petits vendeurs. Ça nous fait une énorme concurrence, ça nous enlève énormément de ventes, ça nous casse la vente et ça on en souffre énormément de ce phénomène qui se produit.
Les jeunes les plus optimistes espèrent gagner entre 2 et 3 000 francs, mais problème, ce matin dans les rues de Paris, il y avait plus de vendeurs que de clients. Jacques Chirac a reçu ce matin à l'Élysée le traditionnel le muguet du 1er mai remis par les professionnels du marché de Rungis, accompagnés de leur reine des fleurs. Le chef de l'État a compati sur le ton humoristique avec les commerçants des marchés, livrés pour 4 semaines encore aux inconvénients d'une campagne électorale qui provoque une épouvantable pagaille, pour reprendre les termes du chef de l'État, moyennement apprécié par celles et ceux qui font tranquillement leurs courses. Dans un mois, très exactement le 1er juin, à 20h du soir, au soir du second tour, nous serons donc fixés, selon le tout dernier sondage, Ipsos pour l'hebdomadaire Le Point. La droite creuse l'écart avec la gauche, avec au total 331 sièges contre 245 sièges pour la gauche, le Front National enlevant une circonscription. Prévu de très longue date par le RPR pour célébrer le 30e anniversaire de l'ordonnance du général de Gaulle sur la participation. Une fête s'est transformée en meeting électoral en présence d'Alain Juppé et d'Édouard Balladur, rédacteur des fameuses ordonnances de 67, alors qu'il était conseiller de Georges Pompidou. Sur place, Jean-Baptiste Prédaly, Frédéric Delarue. Oui, qu'il soit sur votre bureau après le 1er juin à Matignon. Pour le 1er mai, Alain Juppé a récolté des encouragements et des cadeaux. Cela n'a rien d'étonnant. Il rencontrait les sections d'entreprise du RPR. En principe, c'était pour fêter les 30 ans de la participation. Mais campagne oblige, aux côtés d'Alain Juppé, il y avait un dirigeant de l'UDF, François Bayrou. Il y avait aussi Édouard Balladur, bien accueilli par les militants. L'unité de la majorité est ainsi affichée et dans les discours, l'idée gaulliste de participation sert d'argument pour critiquer le Parti socialiste et son programme économique. Ce qui est en jeu dans les semaines qui viennent, c'est le choix entre ces deux voies. La voie entre une société de participation, qui est le choix du progrès économique et du progrès social, et une société de réglementation, qui ne peut être que celle du déclin. C'est en quelque sorte relance artificielle contre croissance durable. Alain Juppé évite de parler ouvertement de libéralisme, même tempéré. Édouard Balladur, en revanche, ne donne pas l'impression d'être gêné par le mot. Notre libéralisme, à nous, est un libéralisme ordonné, mais c'est aussi un libéralisme partagé. Ce qui veut dire que chacun a le droit d'avoir les fruits de son travail et un petit peu plus encore. Le 1er mai au RPR, c'était l'occasion de rassembler les militants en pleine campagne. À la tribune, on a agité le muguet et marqué son territoire contre la gauche. En ce 1er mai, Lionel Jospin était aujourd'hui dans la 7e circonscription de Haute-Garonne, là où il est candidat. Il a notamment assisté à un motocross. Le premier secrétaire du PS a évoqué les élections aujourd'hui en Grande-Bretagne, sur lesquelles bien sûr nous reviendrons tout à l'heure. Pour Lionel Jospin, le succès du leader de l'opposition travailliste, Tony Blair, marquera la fin de la période Thatcher-Major, la fin de la politique de l'ultralibéralisme, celle qui est plutôt appliquée par notre gouvernement. Fin de citation de Lionel Jospin. Le porte-parole du PS, François Hollande, est lui candidat en Corrèze, le fief de Jacques Chirac. Reportage Stéphane Magnier, Jean-Marc Sourcin. En 15 ans, la ville de Tulle a perdu près du tiers de sa population. La douceur de vivre et les murs séculaires de la préfecture de la Corrèze ne suffisent pas à maintenir sur place des jeunes qui s'en vont faute de travail. L'emploi est donc le thème récurrent de la campagne électorale de François Hollande. Élu en 88, battu de peu en 93, le porte-parole du PS n'est pas un inconnu ici. Se présenter comme candidat de gauche en Corrèze n'est pas pour lui un pari impossible. C'est une région qui a une tradition républicaine très enracinée. C'est une région où la gauche a toujours eu des positions fortes. Ça peut paraître paradoxal quand on connaît l'image vue de l'extérieur. Et c'est une région où l'engagement est une donnée naturelle. On est très attaché à son coin de terre. Et dans ces conditions-là, faire campagne, c'est porter des projets, c'est donner de l'espoir et c'est surtout faire vivre cette tradition-là, la faire ressurgir. La tradition et l'emploi sont aussi les thèmes de campagne de son adversaire. Mais à défaut de nouvelles entreprises, c'est un centre de loisirs qu'il inaugure. Dans son discours, il a cité 4 fois le président de la République en 10 minutes, Jacques Chirac, et son meilleur atout électoral. Il y a un grand attachement évidemment à Jacques Chirac. Ça reste la référence du département et pas seulement de la Haute-Corrèze. Est-ce que ça veut dire que tous les députés sortants de la majorité sont indéboulonnables? Jamais je me suis compliqué la vie avec des personnalités aussi éminentes soient-elles. Et pour convaincre, François Hollande s'appuie sur une campagne de proximité. Il y a un ménage sur 2 qui est imposé.
mais tout le monde a payé 2 points de TVA en plus. Et c'est exactement ce qu'ils veulent continuer à faire, hein. Que l'impôt sur le revenu baisse et que l'impôt de consommation augmente, et ça c'est la justice. Quelles sont les questions que les gens vous posent le plus souvent ici? L'emploi. L'emploi pour les jeunes. Vous avez vu, c'est une circonscription où il y a beaucoup de personnes âgées, beaucoup de retraités. Leur seul souci, c'est pas pour eux, même s'ils sont inquiets pour leur propre retraite, pour leur santé, c'est pour leurs enfants et leurs petits-enfants. Ironie de la campagne, un grand meeting de boxe a réuni les deux candidats dans la même salle. Ils y ont soigneusement évité les comparaisons oiseuses et n'ont même pas échangé un regard. Tradition et sérieux oblige, la victoire pour eux se décidera dans les urnes, pas sur un ring. Voilà, nous retrouvons en direct de Besançon Dominique Voynet, responsable des Verts, et cela au lendemain de l'accord électoral signé avec le PS et le PC. Dominique Voynet, bonsoir. Avec le PC, je vous arrête. Oui. Nous avons passé un accord programmatique et électoral avec le Parti socialiste qui concerne une trentaine de circonscriptions sur l'ensemble de la France où les candidats Verts seront candidats à la fois du Parti socialiste et des Verts, bien sûr. En revanche, nous n'avons pas d'accord électoral avec le Parti communiste. Si l'on accepte les rares circonscriptions où nous considérons comme absolument nécessaire de présenter des candidats communs face au risque de victoire de l'extrême droite. D'ailleurs, la négociation semble assez compliquée. Qu'est-ce que vous répondez à vos amis comme Antoine Wechter qui disent que désormais vous êtes beaucoup plus rose que verte? Oh, je n'ai rien à répondre à ce genre d'argument. Je préfère défendre le programme des Verts si vous le souhaitez. Je pense qu'il est absolument indispensable que dans cette campagne puissent s'exprimer des voix un petit peu différentes de celles des grands partis. Cette campagne express est propice à la bipolarisation, à l'affrontement bloc à bloc. Et je pense qu'il est indispensable donc d'avoir un petit peu d'air pour dire, par exemple, en ce jour du 1er mai, combien il est vital, combien il est urgent de diminuer de façon massive le temps de travail pour créer des emplois, combien il est urgent de refaire un bilan complet de l'énergie nucléaire qui sévit dans ce pays depuis 30 ans et qui coûte très cher à la collectivité et qui handicape notre avenir, notamment si on prend en compte le problème des déchets qui ne sont pas résolus. Je crois indispensable aussi de dire que les Français sont inquiets en ce qui concerne la qualité de l'euro, la qualité de leur air, la qualité de leur alimentation et qu'ils ont bien peu de réponses de la part des grands partis à ce jour. Une double question, est-ce que vous, personnellement, vous avez envie d'entrer au gouvernement, en cas bien sûr de victoire de la gauche? Et deuxième question, quelle serait très concrètement la première mesure que serait amené à prendre un gouvernement de gauche en matière écologiste? Je pense que l'indispensable serait d'arrêter, déjà de nuire en matière d'écologie, en arrêtant Superphénix de façon définitive, puisque cette machine qui a déjà coûté 50 milliards de francs à notre pays ne fonctionne pas et ne fonctionnera sans doute jamais. Je crois aussi indispensable de renoncer au projet de canal Rhin-Rhône à grand gabarit. C'est un dossier évidemment qui concerne au premier plan la région dans laquelle je vis, la Franche-Comté, et le département dans lequel je vis, le Jura, mais c'est aussi un dossier qui est tout à fait exemplaire d'une certaine façon de gouverner qui n'est plus acceptable, à une époque où on décidait sur la foi d'affirmations non vérifiées de technocrates et où on engageait des dizaines de milliards de francs en pure perte sans que ça puisse servir en quoi que ce soit à améliorer la vie quotidienne des gens. Dominique Voynet, vous n'avez pas répondu à ma première question. Est-ce que vous souhaitez, vous, personnellement, entrer dans un éventuel gouvernement? Disons que je suis superstitieuse et que je trouve tout à fait prématuré de parler de gouvernement avant d'avoir fait campagne. Je crois que sur le terrain, jour après jour, on doit convaincre non seulement les gens qui aujourd'hui continuent à croire aux contes et aux mythes du président de la République, mais surtout ceux qui aujourd'hui ne sont pas sûrs de vouloir aller voter. Nous avons besoin de rénover la démocratie, nous avons besoin de leur dire qu'une majorité nouvelle, une majorité pluraliste, alternative au gouvernement Juppé, serait capable de s'en prendre à certains privilèges des hommes politiques en renonçant au cumul des mandats, en mettant en place la parité pour que les femmes puissent participer davantage, en introduisant de la proportionnelle dans les modes de scrutin. C'est ça que les Français ont envie d'entendre. Ils ont besoin d'hommes et de femmes politiques propres, qui fassent campagne en les prenant au sérieux et en prenant leurs problèmes au sérieux. Je pense qu'ils s'en fichent finalement de savoir qui va siéger au gouvernement. L'essentiel, c'est le programme, le projet sur lequel ces personnes vont se présenter. Combien espérez-vous très raisonnablement avoir d'élus au soir du 1er juin et est-ce que ça sera suffisant pour peser au Parlement sur une politique gouvernementale? Quelques élus, ce serait déjà formidable, puisque ce serait la première fois dans l'histoire de la France que des écologistes siégeraient au Parlement. J'y crois très fort. Je pense qu'on peut rentrer au Parlement avec 3, 4, 5 députés. Ça paraît peu, mais en même temps c'est beaucoup, compte tenu du mode de scrutin majoritaire à 2 tours, qui élimine impitoyablement les petites formations, qui est très peu propice aux femmes, aux jeunes et au renouvellement de la classe politique dans son ensemble. Je voudrais bien savoir, par exemple, combien d'ouvriers,
combien d'étudiants, combien de jeunes salariés ont pu se présenter à ces élections précipitées. C'est une élection qui est confisquée d'une certaine façon par les professionnels de la politique. J'en fais d'une certaine façon partie puisque je suis porte-parole des Verts. Mais je suis une exception dans ce parti qui présente quand même beaucoup de jeunes, beaucoup de gens qui rénovent la vie publique. Donc si on est 4, 5 élus à l'Assemblée au 1er juin, je crois qu'on sera déjà tout à fait content de nous. Merci beaucoup Dominique Voynet d'avoir répondu à l'invitation de la rédaction de France 2. Nous serons amenés à nous revoir puisque la campagne va encore durer un mois très précisément. Second tour dans un mois très précisément, le 1er juin. Merci. Le dicton du jour au 1er mai aux travaillistes, la victoire présumée. Si on en croit les sacro-saints sondages, en tout cas Tony Blair, le chef du parti travailliste en Angleterre, devrait devenir demain à 43 ans le prochain Premier ministre de Grande-Bretagne, mettant ainsi un terme à 18 ans de gouvernement conservateur. En tout cas, l'Angleterre a vécu une journée chaude à tout point de vue. Reportage Thierry Tuillier, Pierre Moscovici. C'est une journée historique, la plus chaude qu'ait connue le pays depuis le début de l'année. Et les Londoniens en ont largement profité. De quoi les distraire de leur devoir civique. Erreur, tous sont des citoyens vertueux. Oui, j'ai voté très tôt ce matin. J'ai voté ce matin. Traditionnellement, la participation en Grande-Bretagne est élevée, plus de 70%. Aujourd'hui encore, les électeurs semblent être venus en masse. Ils ont voté tôt ce matin avant d'aller travailler. Une croix en face du nom de leur candidat favori et le sort du pays est scellé. 5 ans de plus avec les conservateurs ou l'alternance avec les travaillistes. Mon espoir, c'est qu'il y ait un vrai changement. Je m'attends à ce que les travaillistes gagnent, et de beaucoup. Il y a de bonnes et de mauvaises choses pour chacun des partis, mais dans l'ensemble, je pense que la position des conservateurs est la meilleure. L'autre grande préoccupation de la journée concernait les menaces d'attentats de l'IRA, l'armée républicaine irlandaise. D'où cette présence policière discrète à la sortie de certains bureaux de vote et dans les lieux publics. D'où un dispositif dissuasif autour des personnalités politiques, mais rien de vraiment exceptionnel. D'ailleurs, ni John Major ni Tony Blair n'ont changé leur programme. Ils ont voté en famille tôt ce matin dans leurs circonscriptions respectives. Les deux principaux rivaux attendent avec leurs militants dans leur fief la fermeture des bureaux de vote à 22 h et les premiers résultats. Victorieux ou vaincus, ils ne rallieront Londres que tard dans la nuit. Un peu après 23 h, la rédaction de France 2 vous proposera une spéciale élection britannique avec Étienne Lénart à Londres. Étienne, que nous retrouvons tout de suite en direct de Londres. Est-ce que vers 23 h, on aura une idée précise du résultat ? Oui, bien écoutez, Bruno, bonsoir. Si la journée a été chaude, vous l'avez vu, la nuit risque d'être agitée. Vous voyez peut-être le soleil se coucher derrière moi. La nuit sera extrêmement longue puisque c'est peut-être une surprise pour les Français. Mais nous n'aurons ici aucun résultat officiel et aucune déclaration officielle avant 3 h ou 4 h du matin. En revanche, vous le disiez, les chaînes de télévision britanniques devraient pouvoir être en mesure de nous donner une estimation de cette élection vers 23 h, 23 h 05. Alors il faut dire, Étienne Lénart, que le changement attendu ne concerne pas seulement l'âge, 43 ans, de l'éventuel futur Premier ministre. Il y en aura beaucoup d'autres. Oui, en fait, nous avons eu une première indication du taux de participation. Et il semble que ce taux de participation soit élevé à la mesure du changement qu'attendent les Britanniques. Tony Blair, s'il est élu, sera à 43 ans, sera le plus jeune Premier ministre britannique depuis 200 ans. Mais j'ai le sentiment que les Britanniques ne souhaitent pas que leur économie soit bouleversée, mais simplement que l'ultralibéralisme qui a été mis en place par Mme Thatcher, puis par M. Major, s'accompagne enfin de réformes sociales sur le plan de la santé et sur le plan de l'éducation. Et c'est sans doute d'abord sur ces dossiers que Tony Blair sera jugé. Merci Étienne Lénart. Rendez-vous donc un peu après 23 h pour confirmation ou non des sondages qui, en 92, s'étaient plantés, si vous permettez l'expression, dans les grandes largeurs. En tout cas, la bourse de Londres ne semble pas effrayée par une éventuelle victoire travailliste. Elle a battu aujourd'hui un nouveau record à la hausse. La guerre au Zaïre, la rencontre entre le président Mobutu et le chef des rebelles, Laurent Désiré Kabila, devrait se tenir demain sur un navire de la marine sud-africaine. Mais les positions apparemment inconciliables entre les deux belligérants augurent mal de ce mini-sommet. Sur place, la situation des réfugiés rwandais est de plus en plus dramatique, même si 1000 d'entre eux ont pu être rapatriés aujourd'hui. François Cornet. Camp de Biyaro, dans l'est du Zaïre. 30 000 Hutus rwandais sortis de la forêt où ils s'étaient cachés pour fuir les massacres se sont regroupés ici. Leur drame se résume dans cette séquence. Insoutenable image d'un enfant qui tend les bras.
en vain. Selon une enquête sur place de Médecins sans frontières, les rebelles zaïrois aidés par les villageois Tutsis seraient à l'origine de cette chasse aux réfugiés Hutus dont les blessures témoignent de la violence des bandes armées qui les pourchassent. Ceux-ci survivront, mais combien sont morts? Selon les statistiques de l'ONU, 300 000 réfugiés Hutus continuent d'errer ou ont disparu dans l'est du Zaïre. Un train chargé de ravitaillement est arrivé aujourd'hui à Kisangani, dernière étape pour les plus chanceux avant le départ pour leur pays, le Rwanda, dont ils avaient été chassés par leurs frères ennemis, les Tutsis. De nouveaux renforts français vont être très bientôt envoyés à Brazzaville, notamment des éléments de la Légion étrangère, les képis blancs, qui célébraient hier l'anniversaire de la fameuse bataille de Cameron au Mexique en 1863. Reportage à Calvi, Dorothée Oliéric, Roger Motte. Où qu'il soit dans le monde, chaque légionnaire fête Cameron. Ils étaient 65 face à 2000 Mexicains. 5 légionnaires ont survécu. C'est l'histoire d'un sacrifice suprême. Dites-le simplement, c'est notre capitaine. C'était en 1863. Ce jour-là, la Légion étrangère entrait dans la légende. Même si la Légion fait partie de l'armée française, elle constitue un monde à part, avec des hommes à part, de toute nationalité, race ou religion. C'est l'esprit de camaraderie, je crois, et l'esprit de sacrifice pour la Légion. C'est comme dans une famille, tous pour un, un pour tous, donc c'est un très bon esprit. Ils marchent comme personne et ils font rêver toutes les armées du monde. C'est exceptionnel, les 1300 hommes du 2e régiment étranger de parachutistes sont tous rassemblés. Mais pas pour longtemps, 2 compagnies du 2e REP partent pour le Congo et le Zaïre. Une partie de ces éléments sera détachée à Brazzaville dans le cadre de l'opération Pélican, compte tenu de la situation au Zaïre, en mesure, si c'était nécessaire et si le gouvernement le décidait, eh bien de participer à l'évacuation des ressortissants français, par exemple de Kinshasa. On les appelle képis blancs ou bêtes de guerre. Les légionnaires sont depuis toujours sur les points les plus chauds, sur toutes les lignes de front. Au large de Cherbourg, les recherches se sont poursuivies toute cette journée pour tenter de retrouver les 3 personnes portées disparues après l'explosion hier d'une gabarre de la Marine nationale. Un accident qui a fait, je vous le rappelle, 2 morts et 7 blessés. Reportage Christophe Tortora, Pascal Stelletta. En signe de deuil, tous les drapeaux de la ville de Cherbourg ont été mis en berne à la mémoire des 2 morts et des 3 disparus de la fidèle. Lors du défilé syndical du 1er mai, un hommage leur a été rendu. Nous vous demandons donc une minute de silence. Le personnel de l'Arsenal ne se contente pas des enquêtes militaires et judiciaires ouvertes dès hier. On demande aussi que les personnels civils, par leur comité hygiène et sécurité de l'Arsenal, soient associés à l'enquête. Vous n'avez pas confiance dans l'enquête des militaires? Une confiance relativement limitée parce que nous pouvons penser que pour des raisons secret d'État ou quoi, on nous cache certaines choses. Le procureur de la République est arrivé à l'Arsenal en fin d'après-midi. Il veut comprendre les raisons de l'explosion de la Fidèle. Une des 1600 grenades pourrait avoir explosé à bord, provoquant la mise à feu du reste de la cargaison. Normalement, ces grenades anti-nageurs de combat sont efficaces uniquement sous l'eau. Le matelot qui veut jeter la grenade enlève la goupille, et cette goupille libère un système qui ne fonctionnera qu'arrivé à une dizaine de mètres de profondeur. C'est-à-dire que même une fois la goupille enlevée, la grenade ne peut pas exploser à l'air libre tant que l'action de l'eau n'a pas fait descendre un piston qui provoque l'explosion. Le récit de cet équipage britannique est essentiel. Leur voilier se trouvait hier à quelques centaines de mètres de la gabarre au moment du drame. Pas plus de 2 minutes après la première explosion, il y a eu une deuxième explosion, moins violente, et le bateau a coulé. Dès demain, des images vidéo de la Fidèle devraient pouvoir être tournées. Le Sagittaire croise au large du Cap Lévy avec à son bord du matériel sophistiqué. Ce bâtiment militaire est spécialisé dans la recherche d'épaves.
L'affaire de la Josacine devant la justice, avec l'ouverture demain à Rouen du procès de Jean-Marc Deperroy, accusé d'avoir assassiné la petite Émilie, 9 ans, en versant par erreur du cyanure dans un antibiotique qu'il croyait destiné au mari de sa maîtresse. Un procès qui devrait durer au moins 15 jours, avec l'audition de 80 témoins. Rappel d'une ténébreuse affaire en compagnie de Loïc Verdeillan et Bernard Ronflet. C'était un village sans histoire jusqu'au 11 juin 1994. Ce jour-là, ce fut d'abord le choc. La mort de la petite Émilie, 9 ans, dans cette maison du centre-ville. Puis ce fut l'impensable. À Gruchet-le-Valas, on ne parlait plus que de poison, de cyanure dans de la josacine, un antibiotique. Après le choc, la rumeur. Erreur industrielle ou crime? Qui est l'empoisonneur? Un mois plus tard, un homme, Jean-Marc Deperroy, est arrêté et écroué. Nouveau choc pour le village, car l'homme est un notable. La justice tient un coupable et bâtit le scénario de la tragédie. Unité de lieu. À gauche, la maison du couple Tocqueville qui gardait ce jour-là la petite Émilie. À droite, l'hôtel de ville. Jean-Marc Deperroy est premier adjoint au maire. Sylvie Tocqueville y est la secrétaire générale. Entre eux, une liaison, une aventure. Alors Deperroy a-t-il voulu éliminer son rival? En 1994, ce dernier n'y croyait pas. Il n'y a aucune preuve contre lui. Et je trouve scandaleux qu'on ait annoncé des choses complètement folles dans la presse, que ma femme était sa maîtresse, des choses comme ça. Je trouve ça vraiment... Pourtant, 2 ans plus tard, l'homme accuse son rival. Ce ne sont pas mes enfants qui étaient visés, ni mon épouse qui était visée. Donc je pense que c'était moi qui devais être visé quand même. Aujourd'hui, Jean-Michel Tocqueville, que nous avons rencontré, ne veut plus parler avant le procès. Hors caméra, il dira seulement « le juge a bien travaillé ». Divergence de vue dans le couple Tocqueville, car son épouse continue à croire en l'innocence de son amant. Autre village, autre maison, celle des parents d'Émilie. Ici, la vie s'est arrêtée. Depuis 3 ans, la maison est restée à l'état de chantier. Là encore, on ne parle pas. Hors caméra toujours, Denis, le père, s'en tiendra à une phrase. Il y a un dossier. Sous-entendu, pour nous, il n'y a pas de doute. Depuis 3 ans, Jean-Marc Deperroy, en prison, crie son innocence. Il reconnaît qu'il a caché sa liaison avec Sylvie Tocqueville, qu'il a nié avoir acheté du cyanure. Pour ses parents, le dossier est vide, la justice se trompe de coupable. Il est innocent et en fin de compte, on a l'impression qu'on ne cherche pas le coupable, mais qu'on fabrique un coupable. Et c'est malsain, vraiment malsain. Qui est Jean-Marc Deperroy? Un coupable idéal, un coupable par défaut ou un épouvantable empoisonneur? Aux jurés de répondre. Qui a tué Émilie? Innocente victime d'une méprise, Émilie morte par erreur. Météo France prévoit le maintien sur la France de l'anticyclone jusqu'à dimanche. Des prévisions qui font le bonheur des pontistes du 1er mai et le malheur des agriculteurs. Dans la Beauce, une rivière est purement et simplement menacée de disparition car l'arrosage intensif a commencé 1 mois plus tôt que prévu. Une association de défense de la nature accuse les céréaliers de gaspiller l'eau. Le point de la polémique avec ce reportage de Pascal Doucet-Bon et Claude Barnier. Qu'allons-nous laisser à nos enfants? Qu'allons-nous laisser ça? Moi j'ai des enfants, mais quand ils viennent par ici, qu'ils voient la rivière asséchée ou comme ça, mais ils sont écœurés, écœurés. Dans le temps, on l'appelait la Venise de la Beauce. Aujourd'hui, c'est à peine une pataugeoire à crapauds. Dans quelques semaines, la Conie aura disparu par endroits, phénomène cyclique pour les uns, résultat des pompages agricoles pour les autres. En blanc sur ce tronc, le niveau d'il y a 15 jours, début de l'irrigation des céréales, l'eau a baissé d'1 mètre. La Conie est une exurgence de la nappe de la Beauce, le pétrole vert. On croyait cette réserve inépuisable. Le niveau de la rivière depuis 7 ans prouve le contraire. De procès en mobilisation médiatique, une association a décidé de désigner les coupables, les agriculteurs. C'est l'eau de tout le monde. La nappe phréatique, c'est un bien commun. C'est ça que nous défendons. Alors il faut que chacun prenne sa part, mais faut en laisser pour les autres quand même. Là, c'est encore un autre système. Sylvaine, agricultrice, irrigante et maire de sa commune, entre le marteau de la productivité et l'enclume de l'écologie, le langage de l'apaisement est difficile à tenir. S'ils veulent avoir une récolte normale, pour eux, c'est une assurance. C'est pas pour le plaisir de voir des beaux arroseurs dans la plaine, c'est pour assurer leurs revenus. Et ça n'est pas pour le plaisir de pomper dans la nappe. Exemple, pour une exploitation de 60 hectares de blé, sans irrigation massive, un paysan beauceron voit son rendement baisser de moitié
et une prime à l'arrosage de 400 000 francs lui échapper. Son choix est donc trop évident tant que le pétrole vert donnera l'illusion de l'abondance. En Russie, dans un message diffusé par la radio, Boris Yeltsin a rappelé à ses compatriotes qu'il n'était plus désormais obligatoire de manifester pour la fête du travail. Le président russe les a appelés à oublier leurs soucis, à lever leurs verres, à voir leurs amis, à faire leur ménage ou à prendre le train pour aller à la campagne travailler le potager. Conseil présidentiel reçu 5 sur 5, comme en témoigne ce reportage de nos correspondants Dominique Derda et Eric Messi. Ils l'ont attendu longtemps ce 1er mai, le premier pont de 4 jours, les premiers rayons du soleil. Après 6 mois interminables d'un hiver gris et froid, plutôt que d'aller manifester comme ce fut longtemps pour tous obligatoire, par centaines de milliers ce matin avec armes et bagages, les moscovites se ruaient vers toutes les gares de la capitale, direction la campagne. En prévision de l'exode, les chemins de fer russes avaient bien prévu des trains supplémentaires, mais cela n'a pas suffi. Beaucoup vont devoir voyager debout des heures durant, car la campagne c'est loin. Sauf bien sûr pour les hauts fonctionnaires, les ministres, les députés, les généraux, qui eux se font construire à 2 pas de Moscou de luxueuses demeures. Kilomètre 92, c'est là que descendent les 3/4 des passagers. Mais ils ne sont pas arrivés pour autant, il leur reste encore une bonne heure de marche avant de toucher au but. On va se reposer au grand air parce qu'à Moscou on étouffe. Et puis, on n'a pas les moyens de partir ailleurs en vacances. Au bout du chemin, détrempé par les pluies des dernières semaines, un Eldorado qui n'a pas encore de nom. Là-bas, au beau milieu de la forêt, une vaste clairière ouverte à coups de bulldozer. Les plus fortunés, ou plutôt les moins pauvres, arrivés en voiture, les ont devancés de quelques heures. Le temps d'aérer les datchas, ces maisons de jardin, le rêve de tout citadin russe. Mikhail et Nina sont des retraités. Ils vont passer ici tout l'été à cultiver cette terre que leur a donnée l'usine où ils travaillaient jadis. Ils vivent dans ce vieux trolleybus vert, la seule résidence secondaire qu'ils aient eu les moyens de s'offrir. L'an dernier, sur notre petite parcelle, on a récolté 17 sacs de pommes de terre. Ça nous a fait toute l'année. Et il en reste encore. Voilà comment ils gardent le moral, ceux qui ne touchent leur salaire, leur pension que le 36 du mois et encore les bons mois. En se retrouvant loin des villes, sur quelques arts de terre, un arrosoir à la main ou autour d'un barbecue. On s'entend tous très bien ici entre voisins parce qu'on est tous pareils. On aime tous la terre et la nature. Alors qu'importe s'ils n'ont toujours ni l'eau courante ni l'électricité. Le temps d'un week-end ou de quelques semaines, ils sont heureux, loin des villes, de ces petits bonheurs qui rendent la vie plus supportable. Pendant que certains jardinent, d'autres rament. Je veux parler bien sûr des participants à une grande première sportive, le défi A8 dans Paris en aviron. Spécialistes du 40 coups à la minute, les Français ont bien sûr dominé les Britanniques. Reportage François Brabant, Jean-Paul Chaussé. Il y a le ciel, le soleil et la Seine. Et pourtant, il y en a qui sont pas contents. Allô monsieur, vous savez qu'il va y avoir une course d'aviron ici? Vous allez regarder? Ça vous intéresse pas? Et pourtant, là, juste en face de la sortie de bain du monsieur, il y a un événement qui démarre. Pour la première fois sur la scène, un grand match France-Angleterre d'aviron. 8 rameurs et un barreur de chaque côté, c'est l'équipage le plus prestigieux de la discipline. D'ailleurs, avec cette course, c'est bien de prestige qu'il s'agit pour les responsables de l'aviron français. Une petite visite de Paris en compagnie de quelques médaillés olympiques savait de quoi séduire les promeneurs du 1er mai. Et pourtant, il y en a qui sont pas contents. Vous arrivez à voir d'ici? Difficile, ce serait plus agréable si on était à côté d'eux. Vous trouvez que c'est une bonne initiative ce genre de course sur la Seine? Probablement, faudrait-il encore qu'on soit plus avertis pour être là peut-être en avance. Il y a au moins un point sur lequel on ne peut pas râler, c'est que les Français ont gagné. Sur les 5000 mètres entre le Pont-Marie et le Pont d'Iéna, le bateau français a pris 3 bonnes longueurs à ses adversaires. Pour un équipage qui n'en est qu'en phase de construction avant les championnats du monde fin août en Savoie, c'est bien. Et c'est beau. Quand on est sur la rivière, c'est vraiment unique, quoi. Bon, on n'a pas trop l'occasion de jeter un œil, de regarder les berges, mais c'est vrai qu'on s'aperçoit que la France est riche sur le plan culturel. C'est vraiment très agréable de ramer dans un tel site, sur la rivière la plus célèbre de France. Côte à côte, les deux équipes, non vraiment, c'est très sympa. C'est seulement dommage qu'on ait perdu. Le ciel, le soleil et la Seine, l'aviron du 1er mai, c'est parfait, enfin presque, parce qu'après, il faut quand même rentrer.
Il y a 16 ans disparaissait Georges Brassens. Peu avant sa mort, il laissait une douzaine de chansons inédites. Maxime Le Forestier, qui a entre parenthèses débuté en 72 en première partie de Georges Brassens, a relevé le défi. C'est à l'occasion de sa tournée en Pologne qu'Aubrey Edler et Christian Autin ont découvert les nouvelles de Brassens façon Le Forestier. Pontasse est effronté, qui peut chanter pendant que Rome brûle, elle brûle tout le temps. En abordant les rues de Cracovie, Maxime Le Forestier se fait l'ambassadeur d'une certaine France, celle d'une morale singulière, anarchiste mais en rime, la France de Georges Brassens. Enfant, Maxime Le Forestier faisait ses premières gammes sur les partitions à la facilité trompeuse de Brassens. Aujourd'hui, il nous offre, parmi d'autres, une douzaine de chansons que l'illustre de Sète n'a jamais eu le temps d'enregistrer. Des gens qui sont intéressés à Brassens et par Brassens à la langue française, il y en a plein partout. Donc ils doivent venir chercher un peu ce que nous, on vient y chercher. C'est une antidote à la connerie, moi je ne fais que la cutie de rappel. Maxime Le Forestier n'a pas vraiment voulu choisir parmi les chansons de Brassens. Alors une fois encore, c'est le public qui le fera. Tous les textes déjà numérotés seront tirés au sort. La 15, la 46. 47. La 47. Et la 13. Le feu de la vie, l'éternel est éternel. Si Dieu veut l'incendie, il veut les ritournelles. À qui fera-t-on croire que le bon populo, quand il chante quand même, est un parfait salaud? Pontasse est effronté, qui peut chanter pendant que Rome brûle. Après avoir fait rêver une génération entière de maisons bleues et d'éducation sentimentale, Maxime Le Forestier a connu les bides et la galère. Réconcilié avec le succès, il semble à peine changé, peut-être plus serein. Ça peut marcher un jour et un an après ne plus plaire au public. Ça c'est une chose vraie. Et que comme ça a marché très vite pour moi et très jeune, c'est une chose que je ne savais pas. Et ça je l'ai appris. Je fais que passer ma route. N'aimant pas les avions et encore moins les douaniers, Georges Brassens n'était pas voyageur. Maxime Le Forestier, de New York à l'île Maurice en passant par Khartoum, va lui offrir, petit bonheur posthume, la plus belle des tournées. Commencer avec Suzette, on finissait de l'effeuiller avec Lisette, et l'amour y trouvait quand même son content. Culture Jour avec cette toute dernière information en provenance du Caire où la plus célèbre danseuse orientale égyptienne Fifi Abdou, bien connue, a obtenu une remise fiscale de 15% par an pour l'usure de son ventre qui est considérée comme son outil de travail. Dans quelques minutes, envoyé spécial, le magazine de la rédaction, 23 h donc, dernier journal, Philippe Lefebvre, avec une page spéciale sur les élections en Grande-Bretagne avec notre correspondant Étienne Lénart, scrutin sur lequel reviendra demain Gérard Leclerc dans les 4 vérités à 7h50. Dans un instant, la météo, le point route, Valérie Maurice, bon anniversaire à Daniel Darieux et très bonne soirée à toutes et à tous. Merci.